Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet déjà expérimenté par 65% de la population mondiale, qui est le syndrome de l'imposteur. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Amira, je suis psychanalyste jungienne, psychosomatothérapeute, thérapeute de couple, thérapeute familiale, coach et médiatrice. Dans mes vidéos, je vous partage mes compétences et mes connaissances personnelles et professionnelles pour vous sensibiliser à un sujet. Je vous parlerai du problème, des conséquences et des solutions qui vont avec. Alors c'est parti. Le syndrome de l'imposteur, terme utilisé pour décrire un mécanisme psychique qui provoque une remise en question constante de sa propre valeur. Le syndrome de l'imposteur est aussi connu sous le nom de complexe d'imposture ou syndrome de l'autodidacte. Je tiens à préciser que ce syndrome n'est pas une maladie, mais un état psychologique. Attention à ne pas confondre le syndrome de l'imposteur avec des personnes manipulatrices qui sont dans une vraie imposture et qui sont réellement des imposteurs. Nous allons voir la différence. La personne qui souffre du syndrome de l'imposteur peut ressentir une sensation désagréable de douter en permanence de ses compétences. Elle ne se sent pas légitime dans son statut actuel. Elle ne se sent pas à sa place dans sa vie privée et ou dans sa vie professionnelle. Elle ne réussit pas à s'approprier ses succès, notamment en les attribuant à de la chance, au hasard ou au compte de quelqu'un d'autre. Elle peut penser que les erreurs survenues au travail, à l'école ou dans sa vie privée viennent de son incompétence. Elle culpabilise quant au succès ou à l'échec. Elle surestime les compétences des autres et dénigre les siennes. Elle a peur de l'évaluation, des erreurs, de l'échec et elle ressent une anxiété généralisée. Quant à l'imposteur, lui, ne va ressentir aucune sensation désagréable. Au contraire, il va jouir de son imposture. Il va se sentir légitime de prendre la place de quelqu'un d'autre. Il va usurper son nom, ses qualités, sans aucune gêne. Il va s'approprier les succès, les vertus de quelqu'un d'autre. Il ne va pas se sentir responsable de ses erreurs, mais il va trouver un coupable pour lui faire porter le chapeau. Il ne va pas se culpabiliser de son imposture. Il va dénigrer les compétences des autres et surestimer ses compétences aussi minimes soient-elles. Il va choisir des postes de travail à haut niveau, même s'il n'a pas les compétences requises. Il ne va pas avoir peur des erreurs, car il sait qu'il y aura toujours quelqu'un derrière pour le couvrir. Et il va répandre des accusations mensongères autour de lui. Voyons à présent les causes du syndrome de l'imposteur. Les causes de ce syndrome sont multiples. Commençons par les facteurs psychologiques. Il y a d'abord des pensées négatives et dysfonctionnelles liées au fait que la personne est convaincue de ne pas avoir les compétences nécessaires pour réaliser une mission, ou bien parce qu'elle se dénigre continuellement. Je vais vous prendre le cas d'une personne qui a des compétences professionnelles requises, mais qui dit « j'ai été recrutée, je n'ai pas les compétences pour ce poste et les autres vont s'en apercevoir ». Donc dans ce cas, il est clair que la personne, elle doute de ses compétences, elle ne se sent pas légitime à occuper ce poste et elle a peur d'être démasquée. Il y a ensuite ces multiples questionnements, c'est quand vous avez tendance à ruminer et à passer énormément de temps à essayer de comprendre le pourquoi du comment, comme par exemple pourquoi vous avez été choisi par votre supérieur, pourquoi vous avez été choisi par votre conjoint ou conjointe, ou comment vous avez réussi un examen. Il y a ensuite l'externalisation du mérite. C'est lorsque vous attribuez systématiquement les succès ou les éléments positifs de votre vie à un élément externe. Donc cet élément externe peut être de la chance, du hasard, de la complaisance venant d'un proche ou d'un supérieur. Donc je vais vous prendre le cas d'une personne qui travaille bien, mais qui dit mon travail est satisfaisant, mais c'est uniquement parce que mon collègue ou mon camarade de classe m'a aidé.
Donc là, il est clair que la personne a du mal à s'attribuer le mérite et va l'attribuer à une autre personne. Il y a ensuite le refus du mérite. C'est lorsque vous refusez le mérite en vous disant des phrases comme « ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts » ou bien « n'importe qui aurait pu le faire ». Il y a ensuite le manque de confiance en soi. C'est quand vous manquez de confiance en vous et que vous avez tendance à banaliser ou à dévaloriser vos accomplissements. Il y a ensuite le perfectionnement et le surinvestissement. C'est quand vous avez tendance à dépenser trop d'énergie ou trop de temps par rapport à l'importance ou la complexité de la tâche qu'on vous a confiée. Et nous allons terminer par le stress et l'anxiété. Passons aux facteurs émotionnels. Il y a bien sûr la peur de l'échec, la peur de commettre des erreurs, la peur d'être évalué. Il y a aussi la peur de perdre ses moyens, la peur de décevoir l'autre. Il y a également la peur du succès. C'est le cas des personnes qui se sentent mal à l'aise face au succès et qui ne souhaitent pas être au centre de l'attention. Cela peut les pousser à s'auto-saboter pour éviter les félicitations. Il y a également le sentiment de doute et le sentiment de culpabilité. Il y a également les facteurs sociologiques et environnementaux, tout d'abord en commençant par les attentes trop élevées de la société ou de la part d'une personne qui représente une autorité pour vous. Ça peut être un parent, un enseignant ou un patron. Il y a aussi la hiérarchie sociale, comme dans le cas des personnes issues des classes moyennes ou ouvrières, qui sont plus susceptibles de ne pas se sentir à leur place dans leur vie privée ou professionnelle. Il y a également les personnes qui sont en minorité, comme dans le cas de la minorité de genre, par exemple une femme au travail qui se retrouve dans un groupe d'hommes, ou inversement un homme qui se retrouve dans une équipe de femmes, et la minorité d'origine ethnique. Il y a aussi l'attachement et l'éducation. Ce sont ces messages parentaux ou de l'environnement familial qui vous ont peut-être trop valorisé ou à l'inverse trop dévalorisé par rapport à vos accomplissements, ou qui vous ont dit que ce n'était jamais assez malgré vos efforts, ou qu'il fallait être toujours parfait et irréprochable pour vous faire aimer. Donc ce qui peut conduire à un surinvestissement poussé à l'extrême. Il y a aussi comment on vous a éduqué par rapport à la modestie et quelle est votre représentation de l'humilité. Nous avons vu les causes, voyons à présent les conséquences de ce syndrome. Je vais vous présenter les conséquences de ce syndrome à travers son cercle vicieux. Face à une nouvelle activité ou une activité familière à réaliser, se met en place des effets anxieux. Cette anxiété favorise le comportement soit de procrastination, soit de surpréparation. Si vous voulez en savoir plus sur la procrastination, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Face à ces comportements, il y aura généralement un résultat positif, mais la personne attribuera cette réussite à un élément externe, comme la chance ou l'effort ou une autre personne. Ce qui va provoquer un dénigrement. Il y aura donc une dévalorisation de soi, souvent accompagnée d'un rejet des retours positifs ou des indices de réussite. Ceci va engendrer un sentiment de tromper, souvent accompagné d'une impression de ne pas être à la hauteur, ce qui va provoquer un sentiment d'inefficacité personnelle pour les futures tâches. Le deuxième cycle de ce cercle vicieux qui se mettra en place va favoriser davantage l'anxiété, ce qui renforcera les deux stratégies de défense qui sont la procrastination ou la surpréparation, qui provoqueront une réussite dont l'attribution sera davantage à un élément externe, ce qui va réconforter ce sentiment de dévalorisation avec davantage de rejet des retours positifs. Ce dénigrement favorisera d'autant le sentiment de tromper et l'impression de ne pas être à la hauteur, ce qui renforcera le sentiment d'inefficacité personnelle pour les futures tâches. Un troisième, puis un quatrième, puis plusieurs cycles se mettront en place, favorisant la répétition et la résistance. Bien sûr, cette situation peut avoir d'autres conséquences plus graves sur le long terme, comme le burn-out, des dégâts relationnels dans sa vie personnelle et professionnelle,
un empêchement à s'épanouir? Il existe bien évidemment des solutions pour s'en sortir. Alors allons vers les solutions. C'est ici, dans mon cabinet de psychothérapie, que je vais vous présenter des solutions. Choisissez celle qui répondra au mieux à votre demande. Il est important tout d'abord de sortir de ce cercle vicieux en débutant une psychothérapie. Si vous souffrez de ce syndrome, sachez que vous n'êtes pas seul, car il y a des célébrités comme Maya Angelou, Michelle Obama ou encore Tom Hanks qui ont tous partagé leur expérience à ce sujet, qui ont dépassé leur sentiment de honte et qui ont demandé de l'aide à un professionnel. Alors faites-vous accompagner. En ce qui concerne toutes les questions que vous vous posez, notez-les une fois pour toutes sur un cahier et placez ce cahier dans un endroit secret. N'y touchez plus pendant quelques jours et une fois que votre cerveau sera plus dans le lâcher-prise, reprenez ce cahier et répondez à vos questions par « parce que je ». Alors utilisez bien le « je » et conjuguez vos verbes au présent. Les réponses que vous allez apporter feront diminuer votre charge mentale et vous donneront plus de clairvoyance. Pour éviter d'externaliser systématiquement vos mérites, reconnaissez et appropriez-vous vos succès. Pour cela, commencez tout d'abord par les noter dans un cahier de bord. Cela va vous permettre de réaliser le poids de vos idées et de vos interventions dans l'accomplissement d'une tâche. Cela va vous permettre également de prendre conscience que ce n'est ni grâce aux autres, ni grâce à votre bonne étoile que vous avez réussi à mener à bien tel ou tel projet. Si vous refusez le mérite ou les retours positifs, souvent après un travail de longue haleine et de surinvestissement, faites-vous accompagner par un thérapeute pour travailler sur la représentation que vous vous faites de votre propre valeur, mais aussi sur l'équilibre des capacités à donner et à recevoir. En ce qui concerne le manque de confiance en soi, il est important d'habituer votre cerveau à reconnaître ses points forts, ce qui va augmenter la confiance en soi et faire diminuer les doutes. Alors identifiez, notez et reconnaissez vos forces personnelles. Si vous avez tendance à dépenser trop d'énergie ou trop de temps par rapport à une tâche, alors arrêtez de courir après la perfection. Pour diminuer le sentiment d'incompétence et pour augmenter le sentiment d'efficacité personnelle, fixez-vous des objectifs simples et atteignables, puis augmentez le niveau de difficulté des tâches et surtout n'oubliez pas de vous auto-récompenser. Apprenez à admettre que vous n'avez pas besoin d'être excellent en tout pour mériter votre place, la reconnaissance ou l'amour qu'on vous porte. Ne cherchez pas à satisfaire ou à plaire à tout le monde. Pour les problèmes de stress ou d'anxiété, identifiez ce qui vous met dans cet état et essayez de trouver des activités ou des techniques de lâcher prise pour soulager cet état. Bien sûr, si vous ne savez pas sur quoi vous orienter, faites-vous accompagner par un professionnel. Passons au facteur émotionnel avec les différentes peurs et les sentiments que je vous ai cités. Incontournablement, apprenez à les accueillir, les accepter et les identifier. Si vous avez peur de l'échec, développez une réponse nouvelle face à celle-ci, comme par exemple Henry Ford, le fondateur du constructeur automobile Ford, qui disait que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer plus intelligemment. Face à la peur de faire des erreurs, apprenez à valoriser le fait de vous tromper et à le percevoir comme une opportunité pour progresser. Face à la peur de perdre ses moyens, ne vous poussez pas à bout, de peur à tort de ne pas être à la hauteur ou de croire que vous n'êtes jamais suffisamment préparé à un événement futur. Face à la peur d'être évalué, la peur de décevoir l'autre ou toutes ces peurs liées au regard de l'autre, je vous conseille de les accepter et de vous faire accompagner par un ou une thérapeute qui vous aidera à les surmonter. Quant à la peur du succès, optez pour un regard bienveillant sur vous-même. Distinguez vos sentiments des faits en identifiant les preuves de votre réussite et ainsi vous parviendrez plus aisément à nuancer vos sentiments négatifs. En ce qui concerne les facteurs sociaux environnementaux que je vous avais cités, à savoir les attentes trop élevées, la hiérarchie sociale, la minorité de genre, la minorité ethnique,
l'attachement, l'éducation, l'humilité. Pour tous ces sujets, je vous conseille vivement d'en parler à votre thérapeute. Je vous donne également quelques conseils. Évitez de vous lancer dans des défis trop lourds en mettant à votre disposition des ressources simples pour permettre votre réussite. Évitez de penser systématiquement d'une manière dévalorisante. Ne restez pas toujours discret par peur de prendre la parole ou de lever la main. N'ayez pas peur de la négociation qui crée les conditions de succès. Apprenez à prendre des risques en sortant de votre zone de confort et en évitant de passer à côté des occasions pour démontrer votre force et votre réussite. Apprenez à prendre le recul nécessaire. Prenez soin de votre santé mentale et physique si vous voulez effectuer des tâches cruciales pour augmenter votre rendement au travail ou dans votre vie privée. Comme vous le savez, la prise de conscience est la première étape vers la délivrance. Alors j'espère que ma vidéo vous a fait prendre conscience de certaines choses et que vous allez la partager à votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires ci-dessous et de répondre à vos questions à l'adresse email affichée ci-dessus. Vous retrouverez mes détails sur les réseaux sociaux et sur les liens affichés sur ma chaîne. En attendant de recevoir la prochaine vidéo, prenez soin de vous.